On va tout de suite alors écouter la conférence d'ouverture de Françoise Schwab. Alors, qui s'intitule donc? Oh, il y a deux parties. Non, je ne vais pas changer le titre, c'est toujours la sympathie du temps, mais la première partie est une partie historique, étant de formation historienne, et étant peut-être une des rares à l'avoir bien connue, j'ai eu envie de vous faire participer un peu à la façon dont les choses se sont passées avec Bergson. C'est-à-dire, je reviens, pour ceux qui connaissent bien Jankélévitch, bon, bouchez-vous les oreilles, et pour les autres, ça risque d'avoir peut-être un intérêt. Alors, Bergson, Jankélévitch, des philosophes au bout des souvenirs. Dans une lettre des années 70, Jankélévitch livre cette confidence. Le temps est mon thème de toujours et de maintenant. Le temps seul est irréversible et beaucoup de mes livres y ramènent. La temporalité constituait l'un de ses sujets de méditation les plus importants. Les dernières années de sa vie, il rôdait sans cesse autour de l'informulable temporalité et écrivait « Plus je vieillis, plus je me sens proche de lui, c'est-à-dire Bergson, et je prépare un livre sur un sujet qui a occupé le centre de sa philosophie, le temps. Le temps est-il du domaine du corps, de l'âme ? Il est impalpable, on ne peut pas le dessiner. Ce n'est pas un hocher avec lequel on peut jouer. Il ne semble pas être de l'ordre de la matière. Il est impalpable, intangible et semble être de l'ordre des choses spirituelles. Le temps est donc de l'ordre du corps et de l'âme, sans qu'on puisse déterminer la part de chacun, et il les transcende. » Fin de citation. Hélas, il n'eut pas le temps de mener à terme cet ouvrage qui lui tenait tant à cœur. Remontons un peu le temps. Voici quelques propos sur les années de jeunesse de Jankélévitch, années vécues dans la lumière de Bergson. Jeune étudiant en 23, il se permet d'écrire à Bergson pour lui demander la communication de son fameux cours sur Plotin professé au Collège de France. Bergson ne peut donner suite à cette demande, répond courtoisement qu'il n'a rien publié de ses cours sur Plotin. Peu de temps après, il invite le jeune homme à son domicile parisien. Il a 64 ans, son invité en a 21. Jankélévitch raconte. Figure-toi que c'est un petit bonhomme osseux, moi qui le croyais grand, paraissant bien ses 65 ans avec des yeux bleus tout ronds qu'il fixe dans le vague lorsqu'il parle. Sa parole est lente, dans mon cas, des formations universitaires, mais très simple et sans après, malgré quelques images étonnantes qui, fusant dans la conversation avec une brusque impertinence, rappellent à l'auditeur que c'est Bergson qui l'écoute. Détail qui m'a été particulièrement sensible, Bergson a connu Simmel en 1911 à Florence et il en a gardé un souvenir inoubliable. Ce qui est vraiment touchant et divin chez ces deux hommes extraordinaires, c'est l'admiration réciproque qu'ils ont su s'inspirer et l'émotion avec laquelle ils parlent l'un de l'autre. Dans une langue épurée, digne d'un conteur déjà affirmé, l'essentiel est dit. Une connivence s'installe entre le jeune disciple et le maître, et l'on perçoit au fil des articles que Jankélévitch lui soumet l'enrichissement que chacun retire à ce dialogue. Sous les auspices de Plotin en 23, débute ainsi un échange de lettres, puis des rencontres. Jankélévitch se souvient. Il me parlait de lui, me considérait comme son ami et il avait raison. Je crois que c'était au fond parce qu'il n'avait pas tellement d'écho dans la jeunesse. Certes, l'influence bergsonienne s'exerçait autrement. Mais il était heureux de voir un étudiant qui soit de son côté. Comme le souligne Jean Val, la Sorbonne était dominée soit par le positivisme, soit par le kantisme. Bergson s'opposait aux deux. Ainsi, au commencement était Bergson. À 21 ans, le jeune étudiant a trouvé une pensée qui l'enchante. Et avec ironie, il se souvient. Oui, j'adhérais avec enthousiasme à sa doctrine, je me suis inscrit au parti. Notre jeune normalien, passionné par la nouveauté de la pensée, décide d'en faire le sujet de son premier article, publié. Deux philosophes de la vie, Bergson et Guyot. L'ayant envoyé à Bergson, il se voit gratifié d'un bel éloge. « Cher monsieur, je vous remercie de m'avoir fourni l'occasion de relire la pénétrante étude que vous avez bien voulu me consacrer. Je vous ai déjà dit tout le bien que j'en pense, je suis heureux de vous le redire. Ou je me trompe beaucoup, ou ce premier travail présage des œuvres qui seront une importante contribution à la pensée philosophique. » Ce jugement est la marque d'une communauté d'âme naissante. Bergson ne se trompe pas, l'apprenti philosophe de la vie possède un esprit de synthèse, un sens de la lecture plus prometteur. Il pratique l'exégèse en souplesse et devine Bergson comme nul autre. En 25, alors que Bergson publie son étude sur Simmel, Jankélévitch, philosophe de la vie, Bergson lui exprime son estime, ayant trouvé le texte extrêmement instructif. Ce travail lui permettant de parfaire les idées qu'il se faisait de la pensée de Simmel. L'échange se poursuit. Je suis très curieux de savoir quelle est ici votre réaction personnelle, comme aimait à dire William James, écrit Bergson. Et je serais heureux d'avoir la primeur de votre article, c'est un nouvel article, en lisant les épreuves que vous offrez très amicalement de m'envoyer.
Et voici une missive capitale, datée du 7 juillet 28. Il faut que je vous dise, avec quel plaisir j'ai lu vos promélégomènes au bergsonisme. C'est une étude d'une vigueur et d'une pénétration extrême. Vous êtes allés chercher derrière les vues que j'ai présentées dans mes livres, derrière le mouvement qui m'a fait passer des unes aux autres, quelque chose de plus intérieur et de plus caché encore, le moteur, le ressort de toute cette spéculation. Une fois accompli ce travail déjà si difficile, vous avez réussi à décrire ce que vous aperceviez et à en donner une idée précise. Pour mener à bonne fin une pareille entreprise, il ne suffit pas d'approfondir le bergsonisme, il fallait se donner soi-même la vision que cette philosophie cherche à voir. C'est ce que vous avez fait. D'un bout à l'autre, l'effort est personnel, original. J'ajoute que la forme de l'article est remarquable et que vous avez en main endroit exprimé ce qu'on aurait cru inexprimable. Si Bergson, en effet, accorde ce crédit à la vie de son jeune ami, c'est que Jankélévitch vient de montrer à l'égard de la pensée bergsonienne une perspicacité si rare qu'elle a bouleversé le philosophe. Il a compris une perspective insoupçonnée du penseur. L'intelligence, ou ce qu'on nomme ainsi, ce n'est pas ce que l'on croit, mais pas du tout. Elle marche à reculons, sa logique est de l'ordre de la rétrospective. Elle s'appuie toujours sur ce qu'elle sait déjà, elle théorise mais n'investit pas, incapable d'accueillir le renouveau. Et quand l'imprévu frappe à sa porte, elle répond rageusement « c'est du désordre, c'est du néant ». Toute l'alerte de Bergson, ce 3 juillet, le répète. Votre analyse de la méthode que j'ai suivie n'est pas très différente de celle à laquelle j'aboutirai moi-même. Ce que vous appelez l'illusion de rétrospectivité est bien ce que j'aperçois au fond de l'intelligence, je ne l'ai pas assez montré dans mes livres. D'autre part, vous avez bien vu, et on n'avait jamais guère remarqué jusqu'à présent, que les analyses des idées de désordre et des néants étaient tout autre chose. J'ai mis assez longtemps moi-même à m'apercevoir que la réduction de ces deux idées à des pseudo-idées était au fond de mes spéculations. La découverte est telle qu'elle imprégnera le grand livre de Bergson, La pensée et le mouvement. Certains commentateurs, comme Madeleine Barthélemy-Madoul, ont pu dire que Jankélévitch avait saisi avant l'heure ce caractère de l'intelligence qui, s'il est exact, permet à l'intuition de prendre sa place, à l'intuition après l'aventure du présent. En effet, Jankélévitch remarque que les apories de Zénon sont le type de difficulté que le bergsonisme se propose de dénoncer. Zénon est victime de deux illusions, celle de la rétrospectivité, mais aussi l'illusion de fabrication qui plonge l'intelligence dans une incompréhension naturelle de la vie. Les arguments du philosophe grec acquièrent une autre valeur quand on perçoit ce qui s'y trouve, l'impossibilité pour notre entendement de reconstruire a priori le mouvement qui est un fait d'expérience. D'une part, le réel n'est pas la forme actualisée d'impossible que l'œil d'un dialecticien saurait découvrir à l'état latent. D'autre part, comme Bergson le montre fortement dans le possible et le réel, ni le mouvement ni le temps ne se reconstituent par des synthèses d'état. C'est le préjugé de l'intelligence fabricatrice de croire qu'il suffit d'enfiler le nom d'un devenir abstrait, uniforme, invisible, des vues instantanées sur la réalité pour reconstituer le se faisant à l'aide du tout fait. Pour ne pas l'avoir vu, Zénon nous montre que la marche est impossible. Comme le note aussi Jankélévitch, le futur antérieur n'est-il pas d'un avenir devenu fictivement passé par anticipation? Ou encore, le futur antérieur est le type même des anachronismes qui nous interdisent une vision synchrone du présent. Ce sont 4 articles que Jankélévitch écrira et qui formeront la trame de son premier livre, Henri Bergson, publié en 1931. Travail assez apprécié par le maître qui lui offre un avant-propos, chose assez rare pour y être signalée. Il a même dit dans une lettre, je ne l'ai fait qu'une seule fois et c'était pour William James. Au dernier moment, sur les conseils de Bergson, il renonce à l'inclure dans l'ouvrage parce que Bergson a pensé que sinon le lecteur penserait qu'il était impliqué dans l'écriture de l'ouvrage, ce qui n'était pas le cas. Cet ouvrage a précédé l'écriture des thèses de doctorat de Jankélévitch. En 1931, il avait donc 3 ans de moins, 28 ans. À ce propos de ce Bergson, Henri Gouillet écrit en 1932 « Ni historien ni disciple, Jankélévitch s'est mis et maintenu dans un certain état de grâce, qui est, selon M. Bergson, la première condition de toute pensée philosophique. Ainsi est-il arrivé à un bergsonisme approché d'une vivante fidélité. Il y a peut-être 2 grands types de philosophie, les philosophies d'architectes et les philosophies de musiciens. Celle de Bergson est du second groupe, et il me semble bien que la musique n'est pas seulement donnée à M. Jankélévitch ses plus heureuses métaphores, j'imagine qu'elle a exercé une action plus spirituelle dans cet accord des 2 pensées. » Fin de citation. Et Lévinas remarquera aussi que par l'originalité de ses problématiques, ce livre rejoint déjà l'un des plus grands moments de la philosophie contemporaine. Ainsi, ces études et ce livre font plus que traduire cette communauté, ils indiquent aussi des préoccupations qui seront toujours celles du jeune philosophe plus tard, saisir l'immédiat, ne pas rater ses matinées de printemps, récupérer la durée et le vécu, tendre l'oreille vers ce qui n'arrive qu'une fois,
faire coïncider ce que l'on dit et ce que l'on fait, dépasser les schémas formels d'un intellectualisme duquel l'effectivité est absente, et par l'intuition, saisir le secret intime des choses, les sources originelles de l'être, dans ses plus intimes tressaillements. Lecture de Bergson de la manière la plus fidèle qui soit, c'est-à-dire en absorbant l'énergie qu'on y découvre pour devenir soi-même. À ce propos, on ne souligne jamais assez à quel point se plonger dans les écrits de jeunesse d'un philosophe est important, parce que ce sont celles dont on ne se débarrasse pas aisément. Et lorsque j'ai édité les lettres adressées à son ami de Bauduc, que j'ai édité, je fis cette expérience. Toute l'œuvre à venir était déjà en germe dans ces lettres des premières années. Les années passent et Bergson se montre de plus en plus proche de son jeune ami. Le 16 octobre 1939, Jankélévitch est mobilisé. À qui parler, qui écrire, à ses maîtres. Il écrit « Je vois la guerre par devant, à perte de vue, et la quarantaine qui m'attend pour l'armistice, en admettant que j'y arrive. Il n'y a rien d'autre que l'ennui, le froid et la boue noire. » Dans la dernière lettre écrite par Bergson le 10 septembre 1939, il dit à Jankélévitch, il livre un sentiment bien personnel, mais pour une fois, je cite, « Vous voilà donc appelé à combattre pour la France. Que ne puis-je en faire autant ? Toute ma vie, je me suis demandé comment je rendrais au pays quelque chose de ce que je lui devais, car je lui dois tout. Il me fut donné de le servir à l'étranger pendant la dernière guerre. Aujourd'hui, vieux et malade, je ne peux qu'encourager l'effort des autres. Quelle tristesse !» Il ajoute, « Quand vous rentrerez définitivement, et avant cela, quand vous aurez quelques jours de liberté, venez causer avec moi, je vous dirai avec quel intérêt j'ai lu votre étude aussi originale que pénétrante sur la musique de Ravel. » Enfin, ces derniers mots, et la lettre s'achève, « Je fus un des premiers à vous prédire un bel avenir philosophique. Je ne m'étais pas trompé. À vous, cher ami, très affectueusement. » Alors ça, c'était la première partie, qui, comme vous l'avez compris, est une partie très historique. Et là, la deuxième partie, j'ai le temps encore, oui. La sympathie du temps, donc Jankélévitch, lecteur de Bergson, j'avais fait un peu Lévinas, mais j'ai supprimé parce que d'abord, j'étais pas au point, et puis c'était trop long. Le temps est une pensée d'histoire, écrit Jankélévitch avec des accents bachelardiens. À la question « Quelle est la valeur actuelle de la pensée bergsonienne ?» Jankélévitch répondait sans hésiter « L'idée de temporalité, idée éminemment contemporaine. Je cite, « Le temps bergsonien s'identifie à l'essence même de l'être, car c'est la personne elle-même et tout entière qui est temps. L'homme est un temps à deux pattes qui va et vient, c'est un devenir ambulant. Le temps n'est pas un caractère secondaire ou pelliculaire d'un être qui immédiatement serait et secondairement changerait, mais le temps affecte l'essence même de l'être. Il n'est pas modal, il est mais essentiel. C'est aussi ce que développent les conférences d'Oxford recueillies dans La pensée émouvante. » Fin de citation. En effet, la sagesse ancienne consistait à s'abstraire du temps, non à le vaincre, ce que cherche à faire l'œuvre d'art en le figeant son aspect. Le bergsonisme, lui, dans son effort pour récupérer la durée, offre une promesse de ressaisissement de la vie elle-même, dans une appréhension intime de celle-ci, de la durée. Il ne s'agit pas d'une immanence à soi, close sur une révélation d'un corps qui serait le mien, mais d'une relation nouvelle à une totalité vivante, génératrice et cosmique. Canguilhem remarque que le paradoxe bergsonien, c'est que l'intuition de la durée ne saurait durer. À la durée bergsonienne, toute riche de son propre passé, et qui n'en est que plus forte pour affronter l'avenir, Jankélévitch a substitué une durée schellingienne, où alterne à l'infini l'enlisement et l'initiative créatrice, sans qu'il y ait une histoire, puisque rien ne s'engrange jamais, puisque tout est toujours à recommencer. Et cependant, une parenté entre les deux philosophes subsiste. Jean Val note que la durée bergsonienne apparaît comme une chronicité, alors que la ponctualité recherchée par Jankélévitch est paradoxalement une durée sans durée. Il y a aussi chez Bergson une intuition de l'instant, et c'est sur celle-ci que je voudrais vous parler à présent, car l'originalité de la pensée de Jankélévitch est surtout, à cet égard, un exemple de la fécondité de ses vues, de la méthode bergsonienne touchant à l'intuition philosophique de l'instant. L'instant et la conscience de l'instant ne peuvent être séparés. Intuition de l'instant et intuition dans l'instant. Cette globalité d'appréhension de l'objet, comme dit Jankélévitch, s'appelle compréhension. Il y a donc concentration dans cette seconde privilégiée dont le nom est présent, qui réunit tous les points en surimpression les uns aux autres. Cette connaissance intuitive n'est pas déductive, elle n'est ni croyance ni savoir dans la compréhension. Elle est simplement compréhension totale de l'instant, c'est-à-dire refaire l'acte originel, non en imitant le démiurge, mais en reproduisant pour son propre compte l'acte démiurgique, comme si c'était la première fois. L'instant est le point de la plus haute tension. Je cite, « Il ne s'oppose pas à proprement parler à l'intervalle. Il serait plus exact de dire que l'instant est la seule forme sous laquelle l'absolu est révélé à une créature. Et par conséquent, il s'impose comme la cheville maîtresse de l'œuvre.
et que vous pouvez non savoir de l'instant, qui ne se démontre pas, ne se vérifie pas, ne se répète pas. Nous sommes faits d'instants, mais nous ne savons pas ce qu'il est. Il est utile pour désigner ce mystère d'utiliser des expressions qui excluent la figuration, puisque du point de vue du logos, il est indicible. Les câbles de l'entendement ne sont pas faits pour saisir des étincelles, disait Jankélévitch. Dès lors, la conscience de la temporalité présente deux aspects indissociables. L'épaisseur de la continuation, qui rive l'homme à son passé, aux raisons antécédentes, et la pointe de l'instant créatif, qui l'en libère. C'est au cœur de cet instant que Jankélévitch poursuit sa longue quête morale. À quel instant surgira l'intention morale? Surgira l'intention vraie, bonne et sincère. Ce n'est pas dans la durée, ni dans l'évolution qu'elle se niche, mais elle jaillit dans le vide de toute préexistence, dans le presque rien, où se joue la vie morale. Notre devenir est ainsi composé d'instants et d'intervalles qui chacun donne une tonalité différente à l'expérience vécue. L'acte créateur peut ainsi se produire dans le presque rien de l'instant. Et ce presque rien revendique une réalité spirituelle définie par opposition à la tangibilité et au poids de la matérialité. La nature spirituelle ne se révèle que dans la moralité, où l'intention confère à l'action sa valeur morale qui se profile comme un effet momentané et éclair, menacé par l'opacité de la vie quotidienne. Dans sa fin dernière, nous avons affaire à une pensée de la peine saisissable, où il nous est donné très peu d'entrevision de ce qui pose le monde. En effet, il nous est dit que deux fois, Jankélévitch nous dit, 2 fois mystérieuse est notre destinée, entre une apparition et une mort également incompréhensible. Là, je vais sauter un peu parce que je vous avais fait tout un topo, mais j'ai peur que ce soit trop long sur l'instant encore. Et je passe, oui. Dans le temps, alors Jankélévitch aussi remarque que l'espace est affecté par le sens unique de la temporalité, car le temps est un temps irréversible est nécessaire pour parcourir une distance réversible. Nous pouvons bien revenir au pays natal, non point à notre jeunesse ou à notre innocence. L'aller-retour nous est interdit. Topographiquement, le retour annule bien l'aller, mais chronologiquement, il le prolonge et prend sa suite. La Pénélope que retrouve Ulysse, lui-même devenu autre, au terme de ses pérégrinations, n'est pas la Pénélope qui habitait son cœur de voyageur. Tout retour a quelque âpre goût de déception. Alors, dans le temps, si on ne peut penser le simultané, les instants, s'ils ne peuvent coexister, peuvent-ils se succéder? Reformulant Bergson, il considère le temps comme la procédure qui permet la comparution successive des contradictoires. On ne peut tout concilier dans le même temps, succession et reniement sont notre lot. La vie est successivement ce qu'elle pourrait être simultanément sans s'abolir. Le temps tient en réserve la contradiction. Et il ajoute, ce qui ne peut se résoudre au niveau de la vie va se résoudre au niveau de l'esprit, par le canal du temps qui est la contradiction vaincue et non l'absence de contradiction. Cependant, le fil tendu par cette contradiction seront toujours pour l'homme. L'homme lui-même funambule sur le fil du temps. Cette succession temporelle met à nu l'impossibilité de la surconscience et de la rétroconscience. Ce que la conscience survole, ce n'est jamais le temps lui-même, mais le temps projeté dans l'espace. La rétrospection dont nous parlions est inévitablement le moment d'une futurisation. Cette continuité de la conscience morale est donc pas toujours une reconstruction livresque et a posteriori, une illusion rétrospective, notion précédemment évoquée. En effet, dit-il, le temps limité à l'instant nous isole non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes, puisque l'instant présent n'est jamais que le phénomène du passé. Seul de temps à autre, une sortie du moi vers l'autre instaure dans l'éclair d'un instant une possibilité. Le tragique est alors le déroulement... Non, je ne sais pas. Puisque fidélité et bonheur ne s'inscrivent jamais dans la durée, la joie seule illumine alors nos existences brièvement. L'instant en est le stimulus propulsif. L'amour, bien sûr, dans la pensée de Jankélévitch, constitue l'un des instants discontinus de la pureté humaine. Je le cite, « Seul l'amour trouve la surnature, décidément et d'un seul coup, avec la simplicité souveraine et la soudaineté du génie, place l'homme dans le tout autre ordre de l'oubli de soi et l'absout par la grâce en le soustrayant à la loi. » Proust, dans La prisonnière, semble à cet égard avoir le mot de la fin sur ce point. L'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Ce qui s'ensuit du parcours de Jankélévitch à travers l'idée bergsonienne de temporalité est donc la conjonction de l'instantanéité jaillissante et de l'inscription des actions humaines dans un monde qui n'est pas voué à la déréliction et à l'angoisse de la mort. Bien au contraire, il s'agit de saisir les choses dans leur fugacité,
toute schématisation, toute généralisation abrupte étant impossible. À partir de cette notion nouvelle de temps, Jankélévitch centre ses analyses sur le poids de l'éthique en affirmant qu'il ne faut pas dire, il faut le faire. Il pose donc le fondement d'un discours sur la réalité et constate que la forme éminente du faire est cause de notre admission dans ce monde. Ses plus vifs encouragements vont à l'homme d'action. Comme l'avait noté Lévinas, rendant hommage à Jankélévitch à sa mort, le pari de créer une philosophie de l'existence basée sur le bergsonisme et ce qui revient au même de penser Bergson d'une façon existentielle sera pleinement réussi. C'est invisible que nous portons en nous, pour conclure. On ne peut faire de la philosophie comme si Bergson n'avait pas existé, disait Jankélévitch. C'est un bergsonisme invisible qui pénètre en nous et qui a modifié la façon même de penser, de faire de la philosophie. Ce bergsonisme invisible peut se lire dans notre manière de vivre, dans les romans, dans la vie même. Il nous presse alors de découvrir le simple, naïf, l'immédiat, la proximité au cœur même de la profondeur. Une phrase prise dans les deux sources de la morale revient plusieurs fois, tout le temps, sous sa plume. N'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Aux intellectuels prophétiques, Jankélévitch préfère les écrivains inspirés. En effet, nous sommes égaux selon l'être, mais le faire nous inégalise. Jankélévitch a voulu écrire la morale du bergsonisme, en ligne de mire, de cette philosophie qui a redécouvert l'être intérieur. Il n'abandonnera jamais ce terrain à la fois solide et fuyant des données immédiates. Et son univers s'est constitué à partir d'une méditation personnelle, dans laquelle on devine une orientation de pensée certes différente, mais alliée à une parenté d'esprit incontestable. Pour nos deux philosophes, en conclusion, la percée vers la transcendance ne s'est pas opérée de la même manière. Bergson semble par moments frôler lui aussi le mythe des paradis perdus, et pourtant la matière reste pour lui le lieu de l'effort. Bergson prolonge son propre univers vers des horizons de la création et de l'eschatologie, mais ces lointains restent confus. Pour Jankélévitch, la fêlure est irréparable. On ne distend pas à l'infini la philosophie seconde, on pénètre brusquement dans la philosophie première. L'homme, selon le penseur de philosophie première, ne percera pas le plafond de sa finitude, mais être amphibie, céleste, 1 milliardième de seconde, il se reste terrestre tous les autres jours de sa vie. Merci. Alors, je t'ai présenté d'une manière très rapide, mais tout le monde aura compris la grande amitié que tu avais pour Jankélévitch, je pense, à travers ton intervention. Qui a duré 25 ans, pour mon plus grand bonheur. Et le sien, probablement. Ah ça non, je saurais le dire. Alors, on a le temps pour quelques questions, si vous en avez. Je parlais vite, hein? Ouais. J'ai maintenu le tempo. Oui, ça va. Peut-être un peu trop vite, d'ailleurs. Oui, Jean-Michel Salansky. J'ai juste été frappé par ce que tu as raconté au début de l'intervention, qui laisse entendre que le contenu de l'article qui a dans la pensée mouvante qui est sur le possible aurait été en fait anticipé par Jankélévitch. Oui, Jankélévitch et serait du bergsonisme amélioré par Jankélévitch. C'est pas comme j'ai amélioré. enseigné cet article cette année à des étudiants, j'aurais aimé savoir. Oui, alors je te dis, il y a une lettre de Bergson qui le dit, je n'ai pas cité toutes les lettres, et surtout, il y a un moment où Jankélévitch dit, dans la deuxième édition de son Bergson, il reparle de cette histoire, l'édition de 56, et il dit à cette époque, reparlant de ce problème de la rétrospectivité, il dit cette phrase, je n'ai pas tout dit, à quel point Bergson était influençable. Et il n'est pas douteux que si l'on lit tout le continuum des deux lettres, on se rend compte que Bergson dit à Jankélévitch, vous m'avez fait découvrir quelque chose que je ne soupçonnais pas sur la rétrospectivité. Et il y a des articles que les chercheurs ça connaissent, qui ont été écrits là, sur ce sujet. Il n'est pas douteux qu'à ce moment-là, il l'écrit dans ses lettres. Le jeune étudiant lui fait toucher du doigt, je te donnerai tout le topo si ça t'intéresse que j'ai à la maison, fait toucher du doigt à Bergson ce côté insoupçonné de son évolution. Je retrouverai cette phrase parce que je l'ai notée, la phrase où Jankélévitch dit en 56 dans la deuxième édition qu'effectivement il doit reconnaître parce qu'il était timide et il était modeste. Les tests sur le désordre et le néant, il les formule déjà Jankélévitch dans son... Oui, il les formule dans l'article. Il faut lire l'article qui s'appelle donc
prolégomène ou bergsonisme. Les 4 articles sont les suivants. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais ça n'est pas bien. Le premier, je les connais par cœur, c'est Bergson et Guyot, philosophe de la vie. Hein. Attends, je vais quand même vous les dire très précisément, parce que je les ai notés, je les ai tapés, donc ils sont notés en bas de page, hein, quelque part. Ah non, si c'est dans la sympathie du temps, je ne retrouverai pas. C'est dans ma première partie de... Où est ma première partie là? Mince, je me plante dans mes documents. Sympathie du temps, c'est pas ça. C'est la première partie dont je vous ai parlé. Là, je ne retrouve pas. Ah, ben c'est pas possible. Donc, la première, c'est Guyot et Bergson. Ensuite, ce sont les prolégomènes, Bergsonisme et biologie. C'est un article très rébarbatif où il parle des anciennes théories de Mourgue et toutes ces théories de biologie de l'époque. Et ensuite, ensuite, les prolégomènes au bergsonisme. Et le 4e article, c'est un article au moment de la parution des 2 sources de la morale et de la religion, les 4 ayant paru, je crois, dans la RMM. Et à partir de ces 4 articles, Wankelevitch part à Prague de 27 à 32 et écrit pendant ces années à Prague son Bergson à partir de cela, mais sans que Bergson influe nullement. Et il le lui envoie en 30, le livre paraîtra en 31, et Bergson est enthousiaste, mais comme je vous l'ai dit, veut lui offrir un avant-propos. Mais enfin, ceux qui veulent les références exactes, je les ai, les 4 articles, elles sont évidemment dans le Bergson de Vladimir. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai récupéré un jour toutes les lettres de Bergson. Alors, en fait, ce que je n'ai jamais retrouvé, évidemment, ce sont les lettres de Wankelevitch à Bergson, et pour cause. Ce qu'on a retrouvé chez Wankelevitch, ce sont les lettres de Bergson. Elles sont à présent à la Bibliothèque nationale, elles ont été préemptées par l'État, et j'en avais des photocopies, et je les ai gardées, pensant les publier dans ce livre que je prépare depuis bien longtemps, qui sera un peu un livre somme dans lequel je vais mettre plus que des idées peut-être philosophiques profondes, sauf celle de mon ami Jean-François Rey qui en instillera quelques-unes, des documents, c'est-à-dire les lettres pendant la guerre, avec la correspondance avec Bergson, la correspondance avec Brunswick pendant la guerre qui est tout à fait importante, et toutes ces choses-là, des choses qui se sont passées à Bourges aussi, enfin, des choses tout à fait, comment dirais-je, qui donnent un peu de corps, parce que je n'ai jamais voulu faire une biographie de Wankelevitch parce qu'il détestait ça. Il a toujours détesté le genre biographique et il disait quand on sait tout de quelqu'un, on ne sait rien, lisez mon œuvre, ça suffit bien. Donc pour ne pas me mettre en contravention avec son désir profond et rester, je l'espère, fidèle à sa mémoire, ce livre sera plutôt une mise à disposition des documents que j'ai retrouvés dans sa maison et dont je dispose, et pendant 40-50 pages, de retracer sa vie dans les grandes lignes, mais sans entrer dans des détails personnels. Simplement les lignes qui auront un rapport avec son œuvre. Je réponds aux questions qui ne m'ont pas été posées. Et ça, c'est une phrase qu'il disait souvent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Camille Riquier. Vous avez évoqué les affinités qu'ont les 2 hommes pour Plotin. Oui. On sait que Bergson a fait beaucoup pour la redécouverte de Plotin en France. Oui. Je veux savoir déjà si Wankelevitch lui devait... Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand j'ai oublié, c'est ça, à force de vouloir simplifier, parce que l'article était gros, je l'ai rétréci, en fait, Wankelevitch, lorsqu'il fait son diplôme, ce qu'on appelait son diplôme d'études supérieures avec Breillet, en 1921, oui, le fait sur une Énéade de Plotin, que j'ai édité, enfin j'ai édité ce diplôme, 30 ans après, 20 ans après la mort de Vladimir, aux éditions du Cerf. Et ce diplôme traite de la dialectique, l'Énéade de la dialectique de Plotin. À ce moment-là, il écrit à Bergson pour lui demander de la communication ou de ses cours, ou de savoir où il pourrait... Parce que ça se passe après, puisque Bergson, c'est au début du siècle qu'il a fait ses cours. Et donc, Bergson lui répond qu'il n'a pas de traces, comme je vous l'ai dit. Et donc, mais par contre, il voulait bien le recevoir, parler d'autres choses, et donc Wankelevitch a encouragé. Et tout ça par l'intermédiaire de Breillet
et de Brunswick, qui était un ami de Bergson, et qui a encouragé le jeune étudiant qui était à Normal Sup en disant « tu peux lui écrire, vous pouvez lui écrire, il vous répondra, vous verrez bien ». Et à partir de cette première lettre, ce sont... Maintenant, dans l'étude de Plotin, oui, dans l'étude de Plotin qu'a écrit Jankélévitch, enfin, dans son diplôme, on ne sent pas directement d'influence bergsonienne, autant que je me souvienne. D'ailleurs, il y a à cette étude une préface intéressante de Gerfagnon, mon ami qui vient de mourir, là, il n'y a pas longtemps. Je lui avais demandé une préface. Mais il n'y a pas vraisemblable... C'est une étude encore très passionnante, il avait eu 18, mais complètement encore imprégnée de philosophie grecque. Et, comment dirais-je, il y a quelques percées, mais ce n'est pas vraiment symptomatique de l'évolution. On ne peut pas penser à partir de ce diplôme que Jankélévitch va écrire un livre sur Bergson, si c'est la question. Il n'y a pas encore en germe tout cela. Mais très vite, après son diplôme, même avant l'agrégation, il est ami avec Xavier Léon, qui avait créé la revue de métaphysique de morale, et il commence très vite à donner à la revue de synthèse, je crois, le premier article, et ensuite les 3 autres sur Bergson à Xavier Léon. Puis il écrit d'autres choses, il écrit sur Simmel, parce qu'il était aussi, Jankélévitch, à cette époque-là, quand on voit ses lettres de jeunesse dont je parlais, on voit les 2 choses au fond qui sautent aux yeux. Ce sera un philosophe de la vie, hein, comme l'était Simmel, il a une admiration sans borne pour Simmel, et à l'époque il s'affirme d'ailleurs plus vitaliste qu'il ne sera à la fin, mais enfin il y a ça, et ce sera un penseur du temps, et de tout ce que... Et la morale, ça vient plus tard. Ça vient au moment de ses thèses, puisqu'il fait des thèses, il fait une thèse sur la mauvaise conscience, sa thèse complémentaire. Est-ce qu'il y a une autre question? On va faire une petite pause avant la séance suivante.